Oui, alors bonjour à tous, Philippe Maillard. Donc 2EI Veolia, c'est une entité de Veolia qui est dédiée au conseil et à l'innovation sur la ville durable. Ce sera l'objet de mon intervention, c'est de montrer comment, sur le territoire de la métropole, on arrive à co-construire des solutions innovantes pour la ville de demain. Qui est une source d'optimisme. 2EI Veolia, c'est la contraction de 2EI qui est Éco-Environnement Ingénierie, qui est un bureau d'études en conseil ville durable et une entité d'innovation. Moi, je fais partie de cette entité d'innovation au sein de la direction innovation et marché. Et notre objectif, c'est de développer, tester des solutions innovantes pour la ville durable. C'est des enjeux très importants en termes d'amélioration des services publics, d'amélioration de la qualité de vie dans les villes et aussi de création d'emplois et de création de valeur. Donc, comme l'a dit Christian Estrosi, la croissance verte est une source d'emploi, de développement. Alors ça, c'est une première valeur qu'on partage avec la métropole. Hein. On est très convaincus. D'ailleurs, la devise de Veolia, gérer les ressources, c'est notre devise maintenant. Notre métier maintenant, c'est vraiment gérer les ressources et à travers 9 engagements. Alors, quels sont ces engagements ? Alors, 9 engagements pour le développement durable, gérer durablement les ressources, contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Enfin, on a un petit souci de micro, je crois. Préserver, bon, ça va mieux ? Je parle assez fort. Parfait. Préserver et restaurer la biodiversité. Construire de nouveaux modèles de relations et de création de valeur avec nos clients et les parties prenantes. Alors ça, c'est un point très important. Il faut, disons, imaginer les nouveaux services pour la ville durable avec nos clients, avec les parties prenantes. Dans le cas de démonstrateurs, je vous donnerai donc l'exemple de démonstrateur sur lequel on est en train de travailler à Nice. Autre valeur, contribuer au développement, à l'attractivité des territoires. Ça aussi, c'est une valeur qu'on partage avec la métropole. Christian Estrosi a rappelé que une des sources d'attractivité des territoires, c'était l'innovation. Hein, c'était l'innovation, développer l'innovation. Fournir et maintenir des services essentiels à la santé et au développement humain. Ça aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans le domaine de la santé environnementale dans les villes. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Garantir un environnement de santé sain et sécurisé. Alors, le développement durable, c'est aussi nos collaborateurs, hein, donc la santé au travail et la sécurité. Favoriser le développement professionnel et l'engagement de chaque salarié. On partage un certain nombre de valeurs avec l'ensemble des salariés. Et ça aussi, c'est un motif d'optimisme, puisque on fait un métier quand même qui est très gratifiant, même s'il est difficile, justement dirigé vers la gestion des ressources. Et enfin, garantir le respect des diversités, des droits humains et sociaux fondamentaux au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est notre 9e engagement pour le développement durable. Les 5 valeurs qu'on partage dans le groupe, c'est la responsabilité, la solidarité, le respect, l'innovation et le sens du client. Et je pense que ces engagements et ces valeurs correspondent à ce qu'a dit tout à l'heure Christian Estrosi. Alors, moi, donc on partage ces valeurs. Une autre valeur que nous partageons, c'est la conviction que l'innovation va créer donc de nouvelles valeurs et de nouveaux bénéfices pour les habitants, pour les entreprises et pour les collectivités, et puis des emplois. Donc la structure à laquelle j'appartiens est donc dédiée à faire de l'expérimentation de nouveaux services urbains. Et donc je vais vous présenter l'exemple du démonstrateur monitoring urbain, donc qui est un projet qui se déroule de 2014 à 2017 et qui est un projet une expérimentation publique-privée. Donc entre des personnels de la métropole et un consortium qui regroupe Veolia, IBM, M2O et Orange, hein, et qui est coordonné par Veolia. Alors, quelle est la particularité de ce partenariat ? En fait, on a créé une équipe de projet public-privé
et on expérimente ensemble à travers 3000 capteurs qui vont être implantés sur le sud de la plaine du Var, 20 à 30 services, 20 à 30 nouveaux services. Alors c'est des services smart, si on peut dire, hein, c'est dirigé effectivement, c'est tout à fait en phase avec la stratégie Smart City de la métropole, mais il y a une part très importante dans l'appropriation de ces services par les habitants. Et je vais vous en donner deux exemples. L'originalité de cette démarche, c'est que on fait du développement, du co-développement. Ces services sont co-développés entre des partenaires privés et des partenaires publics. Alors ça c'est important parce que pour faire évoluer la ville, pour rendre la ville plus durable, il faut disons, lever un certain nombre de freins, développer des solutions technologiques, mais aussi des solutions liées au changement de comportement. Et ça, ce n'est pas des produits qui sont en catalogue, hein. On voit beaucoup de solutions magnifiques, mais qui sur le terrain ne sont pas vraiment mises en œuvre. Nous, notre objectif, c'est de tester avec la collectivité tous ces services, d'évaluer leurs bénéfices pour pouvoir ensuite les dupliquer. Donc ça c'est un point très important, notamment dans toutes les stratégies aussi d'exportation de la ville durable à la française à l'export, hein, notamment la démarche Vivapolis qui est portée par le ministère de l'économie. Vous confirmez que le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est pour vous donc un territoire d'expérimentation, c'est un vrai labo? Exactement, exactement. C'est ce projet monitoring urbain, c'est un démonstrateur très important. C'est un milieu très favorable. D'ailleurs, au-delà de consortium, il y a tout un tas de partenaires qui vont participer à ce démonstrateur, comme Peugeot, ERDF, Bosch, etc., qui sont intéressés pour entrer dans ce partenariat public-privé qui est assez unique en France et qui a une visibilité française et internationale. Alors deux exemples de ces projets innovants. Un premier exemple qui est lié à la maîtrise des consommations d'utilité dans le domaine du logement social. Donc pour ceux qui habitent Nice, vous connaissez tous le quartier des Moulins, un quartier de logement social qui est géré par Côte d'Azur Habitat. Donc là, en fait, c'est du smart et du social, puisque l'objectif, c'est de réduire la facture de charge des locataires, hein, qui sont souvent, pour certains d'entre eux, en précarité énergétique, par exemple. Et donc, à travers des solutions smart, c'est-à-dire à travers du monitoring de l'eau chaude, l'eau froide, l'énergie, l'électricité, à travers de l'accompagnement, à travers des applications et de l'accompagnement humain qui est réalisé par des associations locales, hein, une association de quartier. On crée ce service qui va permettre de générer une économie de 10% net d'économie sur les charges pour chaque locataire, donc à peu près 150 à 200 € par an et par logement. Et en plus, de générer des bénéfices pour le bailleur, ces outils qu'on va mettre à sa disposition vont lui permettre de gagner du temps dans la gestion des interventions, dans sa relation client avec les bailleurs. Donc c'est un partenariat qu'on développe avec Côte d'Azur Habitat, la métropole, les autres partenaires, plus tout un tas d'autres partenaires que je ne citerai pas, mais dont des PME de la région, du 06, pour tester ce service qui est très prometteur, puisqu'il y a beaucoup d'autres bailleurs sociaux qui sont intéressés. Donc voilà un premier exemple l'objectif, c'est à travers un accompagnement comportemental, augmenter le reste à vivre. Il y a notamment eu un appel d'offres de l'ANRU à ce sujet-là, hein, donc on est vraiment tout à fait dans l'air du temps, à travers des solutions smart, en créant de l'emploi, puisque l'accompagnateur, l'association qu'on a missionnée, ça crée des emplois en fait, on aide les gens à faire des économies. Alors le deuxième exemple, c'est un petit peu à l'autre bout du spectre, c'est la santé environnementale. Les phénomènes de bruit, de pollution dans les villes enfin, ça a été démontré, génèrent des coûts sur la santé, ont des impacts sur la qualité de vie et puis génèrent des coûts sanitaires assez importants. Et donc là, ce qu'on va faire à Nice, le 10 février en principe, c'est une première européenne, un monitoring des pollens en temps réel. C'est-à-dire qu'on a monté un projet avec différents partenaires, dont le Réseau national de surveillance aérobiologique,
ADER, la métropole, d'autres partenaires, pour, à travers un capteur qui est implanté au centre de Nice, fournir une information sur la concentration de pollen et produire une application qui va fournir aux personnes allergiques un bulletin en temps réel. Alors, l'innovation, pourquoi? Parce qu'actuellement, les bulletins du RNSA, je ne sais pas s'il y a certaines personnes dans la salle qui sont allergiques, qui consultent ces bulletins, sont produits à partir de données mesurées 7 à 10 jours avant. L'avantage, c'est que là, ce sera du temps réel, pas tout à fait du temps réel, mais des valeurs mesurées sur les 24 heures précédentes. Ce qu'on escompte, c'est que ça améliore la qualité de vie des gens allergiques, hein, donc c'est en train d'être testé auprès de 70 personnes de la métropole, et puis que ça a un impact aussi sur les coûts de santé générés par cette allergie. Donc le lancement de cette application devrait être fait le 10 février, donc il y aura un communiqué de presse, et ce sera, une fois de plus, une première européenne qui permettra, là encore, de distinguer le territoire de la métropole en France et en Europe. Ça, on s'en réjouit, bien évidemment. J'ai un micro, je ne sais pas si on entend suffisamment là, pour la captation son. C'est de l'économie, parce que quelque part, c'est de la prévention. Du coup, le patient, entre guillemets, adapte en amont un traitement en prévention avant de se soigner, quelque part aussi. Le patient, en fait, chaque jour va avoir une alerte, un niveau de dangerosité du pollen, les pollens qui sont dangereux ce jour-là, et va pouvoir utiliser ce signal pour adapter son comportement et éviter de sortir ou de faire certains sports, et de voir avec son médecin allergologue comment adapter son comportement sur la base de ce bulletin. Mais on escompte que ça améliore la qualité de vie. D'ailleurs, on a lancé 3 actions d'évaluation, 3 enquêtes qui passent par l'application elle-même, qui passent par les médecins allergologues et par le RNSA. Et ça signifie également qu'il y a un accompagnement en amont de ces personnes qui vont utiliser l'application. J'imagine qu'il va y avoir une formation, en tout cas comment appréhender ou c'est tester cette application également à Nice, l'utilisation, l'ergonomie. Alors, tout à fait, précisément. On a lancé un test pendant 1 mois, donc c'est en cours, hein, avec des volontaires. On a eu beaucoup de volontaires et on est en train de faire la nouvelle version sur la base des remontées de tous ces volontaires qui ont contribué à faire évoluer ce service. Formidable. Alors, Thierry veut réagir. Non, deux petites questions par rapport à ce que vous avez dit. Je parlais tout à l'heure dans les valeurs de l'énergie, de la communication. Quelle place tient la communication dans vos schémas? Parce que j'imagine évidemment que c'est très important de mobiliser les publics. Et la deuxième, Christian Estrosi me disait tout à l'heure, avant que nous commencions, qu'il envisageait sérieusement de former à l'utilisation maximum de ses propres capacités une partie de ses équipes et de ses collaborateurs. C'est-à-dire de réfléchir à un plan de formation, alors appelons-le sur l'optimisme, en tout cas sur la mobilisation des énergies positives par chacun pour être plus efficace et créer plus d'entrain autour de lui. Est-ce que vous, sur ce plan-là, vous avez des initiatives ? Pardonnez-moi de prêcher un peu pour ma paroisse de l'optimisme, mais vous n'en êtes pas très éloigné, surtout que quand on est coureur, ce que je suis, évidemment, on a toujours à choisir entre les particules fines à Paris et les pollens sur la côte. Je préfère les pollens à tout prendre, à vous le dire. Bon, enfin, si on peut en plus les limiter, c'est formidable. En fait, nous, la communication avec les usagers, les habitants, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années. Hein. On a des sociologues. Comme le disait Christian Estrosi, le tri des déchets, par exemple, c'est quelque chose de fondamental qui a des impacts très importants. Et donc, on a des actions très importantes de communication, de sensibilisation des usagers pour améliorer le tri des déchets et le recyclage. Donc c'est vraiment très important. Et on va développer de plus en plus ce contact direct avec les usagers finaux à travers des applications qui vont bientôt sortir, notamment des applications qui vont permettre en ligne d'aider les personnes à réduire leurs charges. Hein, donc là, cette fois-ci, c'est pas comme dans l'expérimentation des moulins où on a des mesures, où on fait de l'accompagnement individuel. Là, ce sera des applications
sur Internet pour mieux communiquer, mieux informer, mieux sensibiliser. L'aspect ludique est important aussi. Il faut effectivement communiquer par le positif, de plus en plus on voit des challenges, des jeux. C'est un ressort puissant pour motiver les gens. Dans la première solution dont je vous ai parlé, dans le quartier des Moulins, la communication est importante. En fait, l'association locale avec laquelle on travaille nous permet d'ouvrir les portes de ces quartiers qui ne sont pas toujours faciles, avec lesquels il n'est pas toujours facile de travailler. Et donc, au début, c'était pas évident, pas gagné du tout, mais grâce à cette association, on a pu favoriser la communication avec des taux de retour très importants, de 90 à 95%, ce qui n'était pas gagné du tout dans un quartier comme les Moulins. Donc ça, c'est cet aspect de l'accompagnement, la communication très important pour favoriser le changement de comportement. Il faut savoir que les changements de comportement peuvent vous permettre de réduire vos consommations de 10 à 30%, hein, ça a été démontré. Mais effectivement, pour ça, il faut communiquer. Et puis pour les pollens, on communique aussi beaucoup. On compte beaucoup sur les personnes sensibles, dans un premier sens pour les aider à améliorer leur qualité de vie, mais aussi qui nous fassent remonter leur retour, qui nous aident à évaluer et à évaluer l'impact de cette solution, et puis à faire évoluer l'ergonomie de cette application. Donc il va être réservé à tous les Android en fait. En plus, c'est quelque chose qui est complètement compatible avec tout. Ce sera compatible en Android, sur les deux systèmes Android et iOS, tout sera voilà. Et donc le 10 février, vous aurez, il y aura la diffusion grand public de ce service qui va être évalué jusqu'au mois de juin. Alors voilà. Uniquement en attendant sur la métropole Nice Côte d'Azur, ou bien 10 février c'est le territoire national? Ah non, justement, c'est sur le territoire de la métropole. Il n'y a qu'à Nice qu'on a un capteur en temps réel. Et d'ailleurs, le RNSA est à Lyon, mais l'expérimentation, c'est sur Nice qu'elle se fait, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a un écosystème à Nice qui nous a permis de rassembler tous ces acteurs, hein, il y en a un certain nombre, pour expérimenter ce nouveau service. Et donc, si ça fonctionne bien, la modélisation nationale, elle est prévue pour quand ? Alors la modélisation, elle est prévue pour, on peut imaginer 2017 ou 2018. Faut qu'on évalue un petit peu, faut qu'on formate un peu ce service. Le RNSA est très motivé. D'ailleurs, ça sera présenté dans des congrès internationaux d'allergologie, etc. Donc c'est une première expérimentation. Ensuite, il faut qu'on voit, qu'on évalue les impacts, qu'on voit le modèle économique, comment on va financer cette solution via éventuellement les mutuelles. Voilà, il y a encore du travail à faire, mais le déploiement est envisagé dans les années qui viennent. Super. Alors, comment vous vous situez dans l'environnement international ? Il y a de la concurrence ou vous êtes complètement précurseur ? On suit tout ce qui se fait au niveau international et dans le domaine de la ville durable, on est quand même précurseur. On n'est pas les seuls, mais on est dans nos métiers, on est assez précurseur un peu partout dans le monde. Et je peux vous dire que sur ce projet démonstrateur urbain, on a fait un benchmark. Il y a pas beaucoup d'exemples similaires. Et surtout, ce qui nous différencie, c'est que nous, on évalue ce qu'on teste. Hein. On va jusqu'au bout de la chaîne. Bien souvent, on a du mal à savoir si les solutions qui ont été mises en œuvre, elles ont généré des bénéfices. Ça, c'est un écueil important à éviter. Donc, c'est une contrainte forte de nous de vraiment faire la preuve que les solutions qu'on développe, est efficace. Voilà, pour les habitants, pour les collectivités, et des bénéfices partagés, ce qui n'est pas toujours facile.